Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine avec un sommaire que je vous propose de découvrir tout de suite en images. La semaine prochaine, mardi pour être précis, la grève commence à la SNCF, mais les perturbations arriveront dès lundi. Air France est aussi en grève. Tous ces conflits sociaux, est-ce bien raisonnable? On se posera la question dans cette émission. Nous parlerons aussi du terrorisme avec un sondage spectaculaire commandé pour Dentsu Consulting et Le Figaro, spectaculaire sur la demande de mesures sécuritaires de la part des Français. Faut-il les écouter ? Vous nous donnerez votre point de vue. Et puis nous parlerons aussi des velléités ou non de la France d'aider militairement les Kurdes. Le président de la République a reçu hier des représentants des Kurdes qui font l'objet d'une offensive militaire violente, brutale de la part des Turcs. Les Français auraient pu peut-être intervenir, mais finalement ils ne le feront pas. On va faire le point là-dessus. Et puis nous parlerons de la voix de l'Église catholique face à l'islamisme. C'est un philosophe agnostique lui-même, Pascal Bruckner, qui aimerait bien que l'Église fasse un peu plus de bruit, qu'elle parle un peu plus fort face à l'islam. Est-ce une bonne idée? Nous en parlerons avec nos 4 invités. Benjamin Grange, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le président de Dentsu Consulting et le directeur général de Dentsu Aegis France. L'un de vos domaines d'expertise, c'est l'analyse des réseaux sociaux. Et donc, vous allez pouvoir nous dire tout ce qu'on exprime sur ce sujet sur la toile. Bonsoir, Lady Benbara. Bonsoir. Ravi de vous accueillir pour la première fois dans cette émission. Vous êtes le directeur de la publication du Vent se lève. Le Vent se lève, c'est une publication sur Internet, proche de Jean-Luc Mélenchon. Ça vous va, ce positionnement-là? Non, on est autonome. Ça vous va pas? Vous l'avez soutenu pendant la présidentielle? Non. Non plus? Absolument pas. Il y a une diversité de points de vue dans le média, donc voilà. C'est un média en ligne. Très bien, c'est un média en ligne. On va dire que vous êtes plutôt proche des idées de la France insoumise, plus que celles des Républicains, en tout cas. Si oui, on peut le dire. Voilà, bon, on va le dire comme ça. Loin de moi l'idée de vouloir vous enfermer dans une quelconque chapelle. Bonsoir Guillaume Bernard. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ICES. Votre dernier livre, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, a été publié aux éditions des Clés de Brouwer. Et puis Hervé Nathan est avec nous aussi. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne et votre excellent magazine met cette semaine en couverture Platini pour un entretien vérité sur toutes les soubresauts qui agitent le football mondial, on peut le dire comme ça, à quelques semaines de la Coupe du Monde en Russie. Oui, c'est la première fois que depuis 2 ans que Michel Platini donne une interview. La parole de Platini est rare. On commence cette émission, si ça vous va, avec les grèves, avec cette question toute simple, est-ce bien raisonnable? On le sait, les agents de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour la semaine prochaine, grève qui devrait durer 2 jours, mardi, mercredi, mais ça va commencer à être compliqué dès lundi. Donc si vous avez l'intention de partir en week-end de Pâques, week-end de 3 jours en train, ne rentrez pas trop tard, regardez ce qu'en dit Guillaume Pépi, c'est le PDG de la SNCF. La grève commence lundi soir, j'ai dit bien lundi soir, à partir de 19h. La conséquence, c'est que la SNCF recommande à chacun des voyageurs qui avait prévu de voyager lundi soir, dans la soirée, de réfléchir et de prendre ses précautions, soit de renoncer à ce voyage, soit de le reporter, soit au contraire de rentrer plus tôt, soit de choisir un autre mode de transport. Le mouvement sera sans doute très suivi et va pénaliser la vie de beaucoup de Français. Hervé Nathan, ça commence fort, ce mouvement. Oui, alors, c'est quand même c'est étonnant de voir le PDG de la SNCF demander à ses clients de réfléchir avant de prendre le train. Déjà, c'est quand même en soi. Et ensuite, c'est quand même le PDG qui annonce, vous savez, il va y avoir une grève énorme, c'est ce qu'il nous a dit ce matin. Et donc, en fait, on pense qu'il y aura peut-être qu'un train sur 10. Ça veut dire que le conflit va commencer de façon extrêmement dure. Je ne suis pas sûr qu'il soit aussi dur au travers du temps, puisque ça doit durer 6 semaines. Mais oui, on va vers, en tout cas, un début de conflit extrêmement sévère à la SNCF. La ministre Elisabeth Borne, ce midi, a essayé de faire quelques petits pas en avant pour essayer de montrer que le gouvernement était ouvert à la discussion. Mais on sent bien qu'on se concertait avec les organisations syndicales. Mais bon, c'était évident qu'elle n'a pas mis assez sur la table pour dissuader 1 ou 2 syndicats plus réformistes, par exemple la CFDT et l'UNSA, de quitter le mouvement. Et donc, on sent bien qu'il va y avoir 1 ou 2 ou voire 3 épisodes avant que les positions évoluent.
Benjamin Grange, est-ce que c'est un sujet qui agite beaucoup les réseaux sociaux? On imagine que oui, parce que ça concerne très, très concrètement les Français. Alors c'est évidemment le très concret qui les intéresse, puisqu'ils recherchent des solutions pratico-pratiques, à défaut d'avoir du train, voire de l'avion. Alors le point qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'on est parti d'une grève un peu perlée, d'une espèce de grève de compromis, qui finalement n'a pas mis de pression suffisante sur le gouvernement. Et là, on revient aux méthodes d'avant, où c'est le rapport de force frontal, on fait monter la pression, et où on espère que c'est le plus intransigeant, ou celui qui va lâcher le premier, qui va finalement perdre. Toute cette logique-là, elle est un peu classique par rapport à 95. On l'a vu en 95, à la différence près. Où il y avait eu cette grande grève oui, où il y avait eu cette pour grande protester contre oui. la réforme des régimes spéciaux voulue par Alain Juppé à l'époque. La vraie différence par rapport à 95, c'est l'opinion des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 72% des Français approuvent cette réforme. Ils sont même 53% à considérer que la méthode du gouvernement qui était annoncée, c'est-à-dire qu'on passe en ordonnance, est la bonne méthode. Et finalement, ils estiment que 58% d'entre eux estiment que cette mobilisation elle est injustifiée. Donc on va se retrouver dans une situation un petit peu différente de 95, dans laquelle la négociation va s'opérer, mais ceux qui auront le mauvais rôle, c'est les cheminots. Et c'est très très différent de négocier en donnant l'impression qu'on le fait pour soi-même et non pas dans un combat un peu plus large avec l'opinion publique derrière soi. Et ça, c'est une vraie force pour le gouvernement. Alors évidemment, chers internautes, vous réagissez en direct comme toujours sur le Figaro.fr, sur Twitter, hashtag Point de vue. Le droitiste nous a rejoint, c'est un fidèle. Notre pays va être encore montré du doigt par les touristes et les hommes d'affaires. Cette grève est une triste publicité pour notre pays. Et il ajoute, je comptais voyager ce week-end, mais ça risque d'être compliqué. Oui, là, je vous le confirme. Surtout si vous prenez l'avion, parce qu'il y a la SNCF qui est en grève la semaine prochaine, mais il y a aussi une grève d'Air France, sur cette fois-ci non pas une réforme de l'entreprise, mais sur des préoccupations strictement salariales, avec une demande d'augmentation de 6%, ce qui est une somme relativement conséquente. Écoutez, Françoise Redolfi, c'est la présidente de l'UNSA Navigant d'Air France. On demande pour l'ensemble des personnels une augmentation de 6%, qui est l'augmentation qui correspond à l'inflation, parce qu'en fait depuis 2011, le cumul de l'inflation depuis 2011, on n'a eu aucune augmentation. On n'a pas d'autre choix que le rapport de force. On a tout essayé, on a fait des réunions, c'est toujours comme ça. Lénie Benbara, c'est le retour des luttes là. Non, parce qu'il y a d'autres mouvements aussi dans le pays. Il paraît que les syndicats de l'énergie voudraient s'y mettre aussi. Vous pensez qu'on est à la veille de quelque chose de fort? En fait, moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont ça a été présenté. Je pense que l'opinion, en réalité, est assez fluctuante sur la façon dont les réformes sont menées, et ça dépend de quel angle on prend. Effectivement, si on s'en tient à laisser le gouvernement faire de sa réforme de la SNCF un référendum sur le statut des cheminots, là, il y a une majorité de Français qui se dit plutôt en faveur de la suppression du statut des cheminots parce que ça renvoie à un imaginaire des privilèges, etc. Néanmoins, si on regarde bien, la plupart des Français sont attachés à un service public de qualité, et ça vaut à la fois pour la SNCF, mais aussi pour l'ensemble des infrastructures du pays. Donc, je pense que de ce point de vue, la lutte qu'il y a aujourd'hui entre la SNCF entre la direction de la SNCF et les grévistes, et entre les grévistes et le gouvernement, ou de la même façon chez Air France, c'est que est-ce qu'on veut vraiment un service public? C'est une lutte qui se fait en direction des usagers, dans le sens où chacun essaie de rallier l'opinion à soi. Et en effet, la SNCF, par exemple, a annoncé qu'elle rembourserait les TGV Max au mois d'avril. Elle avertit les usagers qu'il ne faut pas prendre le train parce que ça va être trop perturbé. Néanmoins, les grévistes aussi essayent de faire des pas en direction de ces usagers. Et je pense que de ce point de vue, l'enjeu pour les cheminots et pour l'ensemble des secteurs qui mènent des luttes, c'est de réussir à montrer qu'on passe d'une lutte qui apparaît comme particulière à une lutte qui est universelle pour en le réalité. service public. Ouais. Voilà. Guillaume Bernard, c'est vrai qu'il y a un enjeu là, parce que le gouvernement dit nous on veut sauver la SNCF, on veut qu'elle soit mieux armée par rapport à la concurrence, il n'est pas question de privatiser quoi que ce soit, et de l'autre côté on crie à la casse du service public.
que la SNCF soit à terme privatisée, je crois que c'est vraisemblablement ce qui va arriver, étant donné que ça fait partie des ambitions et des directives qui ont été données par l'Union européenne depuis les années 90. Donc cette Mais le grève est problème, légitime non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que faire une lutte sociale en prenant en otage ceux qui sont les plus faibles, alors là, pour le coup, c'est fait partie des luttes sociales qui ne rentrent pas tout à fait dans ma conception des choses. Parce que, mine de rien, ceux qui vont être, je dirais, dans les conditions de travail les plus délicates, ce sont ceux qui prennent le train pour aller travailler, pas pour aller se promener. Très franchement, que les gens qui prennent des RTT pour partir en week-end, pendant le week-end de Pâques, aient des difficultés à rentrer chez eux, ça ne me dérange pas trop. Mais en revanche, que ceux qui vont travailler, par la suite, vont être handicapés dans leur travail par des personnes qui sont dans une situation de monopole. Encore une fois, si vous avez la possibilité de prendre un autre avion, que Air France fasse la grève, tant pis pour eux, la concurrence prendra la clientèle. Mais la SNCF a aujourd'hui le monopole. Et c'est une manière, je dirais, d'intimider et de vouloir intimider les personnes qui sont les plus faibles et que je trouve absolument révoltante. Je vais donner la parole à Hervé Nathan. Il y a des points de vue différents et tant mieux, c'est à ça que sert cette émission. Je vais d'abord vous donner ceux des internautes qui sont au cœur de notre dispositif. Macabronito qui dit « Les touristes ne sont pas toujours si gênés par les grèves, c'est presque une curiosité locale et une particularité à la française. » Nicole nous dit qu'on devrait faire voyager les usagers gratuitement pendant les grèves, tandis que Gibbs, Patrick et Sophie souhaitent voir disparaître les syndicats, seul moyen de ne plus avoir de grève selon eux. Hervé Nathan, vous avez la parole. Si on suit votre argument, mon cher, on va interdire le droit de grève dans les chemins de fer. Si on ne veut pas handicaper, justement... Il y a des gens qui l'ont dit sur ce plateau. Oui, ils disent, comme c'est un monopole, la contrepartie, c'est qu'il n'y ait pas de droit de grève. Voilà. Alors, dans le monopole, oui. Pas d'accord avec ça, Si, dans le monopole, si, on peut, mais donc, à partir du moment où il y a un monopole, donc tous les fonctionnaires, par essence, tous les fonctionnaires, allons-y. Bah oui, forcément, il y a un monopole. Oui. Peut-être pas dans l'enseignement, parce que vous êtes un fervent supporter de l'enseignement privé, donc vous dites qu'il y aura de la concurrence. Mais en général, on pourrait décider que... Voilà, donc je pense que c'est le genre de débat, enfin, justement, puisqu'on fait appel au souvenir 95, j'ai l'impression que ce débat sur la prise d'otage, avec des termes, la prise d'otage, surtout avec dans les temps qu'on vient de vivre, ce qui vient de passer, il faut peut-être faire un petit peu attention aux mots, mais le débat sur le droit de grève, les prises d'otage, etc., j'ai l'impression de vivre ça depuis des années et des années, et on ne regarde pas, ça fait un débat qui peut paraître intéressant, mais on ne voit pas quel est le sujet du conflit social. Il y a un conflit social. D'une certaine manière, la question que vous pensez vraiment qu'avec la réforme que le gouvernement va nous présenter, ça va aller mieux? Est-ce que vous pensez que la fin du... Bah oui, c'est la je termine. D'accord, mais est-ce que peut-être qu'on pourrait discuter de ça? Est-ce que la mise en extinction du statut de cheminot nous garantit que les trains vont arriver à l'heure, grève ou pas grève? Comment est-ce qu'on va payer les 15 000 km de lignes qui sont totalement dégradées et que le rapport Spinetta, nous dit qu'il vaudrait mieux abandonner parce qu'on n'a plus les moyens de les entretenir, parce qu'en fait c'est ça au fond, etc. Ça c'est des vraies questions. Les 3 milliards, parce qu'on sait par exemple le statut, ça doit coûter 200 millions d'euros par an à la SNCF et la dette elle est 3 milliards et demi. Le déficit est de 3 milliards et la dette c'est 1,5 milliard dedans. Voilà. Donc ça on sait les chiffres et pourquoi on ne discute pas de ça? Voilà, ça permettrait peut-être de débloquer la situation. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Discuter de ça. Et là, vous avez mis le doigt sur exactement le problème, c'est-à-dire sur le fait qu'on peut désapprouver la méthode utilisée par les syndicats sans pour autant approuver la réforme qui est proposée par le gouvernement. Mais qu'est-ce que les Français ont acheté en élisant le président Macron? Ils ont acheté de la transformation, ils ont acheté du mouvement, ils ont demandé que ça change. Et là, finalement, en s'attaquant à la SNCF, quelle que soit la nature de la réforme à laquelle on va aboutir à la fin, ça aura bougé. Donc, il sera crédité. Ça, c'est les 24% qui ont voté pour lui au premier tour. Et je vous signale qu'il doit y avoir 3 lignes sur la SNCF dans le programme d'Emmanuel Macron, parce que je suis allé voir, et il ne parle pas de la fin du statut, par exemple. Non, mais on parle du fait qu'on va moderniser la France, dont ce chapitre-là fait et la partie. réformer. Alors, les points de vue des internautes, Arturo, qui nous dit comment peut-on encore justifier toutes ces grèves quand on sait que la SNCF a des milliards de dettes. Le droitiste, qui est un homme de goût, puisqu'il salue la qualité des intervenants et les remercie. Ce message est pour vous, messieurs. Et Elad, qui nous dit, mais comment peut-on se faire entendre du politique sans faire grève? Aujourd'hui, les décisions prises à Bruxelles impactent chaque Français. Les décisions, c'est évidemment l'ouverture à la concurrence. Lady Benbara. C'est une décision qui est très idéologique d'ailleurs.
Étant donné qu'on sait très bien que, par exemple, au Royaume-Uni, l'expérience de la privatisation est quand même assez catastrophique. Donc, de ce point de vue, on pourrait au contraire remercier les cheminots, parce que c'est les seuls qui s'insurgent, au fond, contre ces directives de l'Union européenne, qui nous imposent. D'ailleurs, on est un des seuls pays à qui on impose cette forme d'ouverture à la concurrence. Donc, quand même, je pense que de ce point de vue, ils font un travail qui doit être salué. Et ça les dérange aussi, ils perdent du salaire. Donc, moi, je trouve ça un peu abusé de présenter ça comme étant une marque d'égoïsme ou d'intérêt corporatiste, parce qu'au fond, ce qu'ils défendent, c'est un bien commun. Donc voilà, après, vous pouvez désapprouver, mais moi j'attends de voir quelle méthode de lutte vous proposez, vu que vous n'avez pas donné vraiment votre opinion sur la réforme. Mais... Non, mais je crois que c'est là où on met le doigt sur un élément important, c'est-à-dire la prétention, je dirais, d'incarner le bien commun et de défendre, je dirais, ce qui serait le bien de tous. C'est tout à fait extravagant de constater que des personnes qui vont, je dirais, qui disposent d'un monopole, qui, je dirais, vont empêcher des personnes qui sont les plus faibles de travailler, qui peuvent les mettre dans des difficultés extrêmement graves, qui sont dans une situation... Je vais vous dire une chose très claire. Et très rapide. Est-ce que les salariés de la SNCF savent qu'un commerçant et qu'un artisan payent ses cotisations sociales par avance? Est-ce qu'ils se rendent compte, n'est-ce pas, que sans avoir fait 1 centime de chiffre d'affaires, un commerçant, un artisan, une profession libérale doivent payer leurs cotisations par avance? C'est quelque chose qui me paraît, je dirais, essentiel à comprendre, je dirais, dans les rapports de force politiques et sociétaux. Donc, que les gens de la SNCF prétendent incarner le bien commun, ça me paraît extravagant. En revanche, que le gouvernement se serve de quelque chose qui est parfaitement légitime, c'est-à-dire remettre en cause le statut des cheminots, pour après démailler le territoire de l'aménagement du territoire et des lignes de chemin de fer, ça en revanche, ce serait quelque chose qui serait totalement hypocrite. Il nous faudrait faire ce soir un débat sur vos définitions respectives du bien commun, mais malheureusement, comme nous n'avons que 40 minutes, ça serait un peu long. Donc on a bien compris vos points de divergence et surtout vos points de vue. Et merci de les avoir exprimés. Un dernier mot aux internautes. Au lieu de faire grève, dit l'un de vous, ils devraient rendre les transports gratuits. Il serait, propose Anne Hidalgo. Voilà, il serait payé, contrairement à la grève, et le gouvernement sera, lui, pris en otage. Alors, c'est un dispositif ambitieux, c'est peut-être pour ça que je ne comprends pas tous les détails, mais enfin, voilà. En tout cas, c'est un point de vue. On change de sujet. Les Français ont été sondés par nos amis de Doxa pour Dentsu Consulting et Le Figaro, et France Info d'ailleurs, qui est aussi un partenaire de ce sondage, sur ce qu'il convenait de faire pour lutter contre le terrorisme. Et les enseignements de ce sondage sont sans ambiguïté, Benjamin Grange. Oui, ils sont sans ambiguïté. Les Français sont largement favorables à 61% au vote de nouvelles mesures d'exception pour assurer leur sécurité. Alors ça fait très longtemps qu'on a le débat entre liberté et sécurité, et ça fait très longtemps que ce débat est tranché en faveur de la sécurité. Alors 61%, ce n'est pas le score le plus haut. Il se trouve que dans une époque un peu ancienne, juste derrière après Charlie Hebdo, on atteignait 76%. Alors après, on est allé plus loin pour voir quelle nature de mesures étaient plébiscitées ou souhaitées. Et donc, on a testé quatre mesures. La première, c'est « Faut-il placer en rétention administrative les fichiers S jugés les plus dangereux ?» Et là, je ne sais pas si la régie peut nous mettre la question sinon vous nous le donnez, je vous le donner. Oui. C'est 87% des Français qui disent oui, il faut évidemment placer en rétention administrative les fichiers S jugés les plus dangereux. Et alors, on est allé un petit peu plus loin pour voir s'ils considéraient que c'était une mesure qui était facile à mettre en œuvre. Et 64% considèrent que oui, c'est facile. Ensuite, on est allé un cran plus loin en testant s'il fallait expulser les étrangers fichiers S. Là encore, 83% considèrent qu'ils sont favorables à cela, et 60% des Français considèrent évidemment que c'est une mesure qui est facile. Enfin, la dernière, faut-il interdire le salafisme, qui est une mesure proposée par Manuel Valls. Là, 88% considèrent qu'il faut effectivement le faire, mais ils sont simplement que 47% à considérer que c'est facile. C'est presque la mesure qui est, je dirais, considérée comme la plus délicate à mettre en œuvre. Alors, ce qui est un petit peu nouveau, c'est que quand on zoome sur
les idées qu'ont les Français, à quelles origines politiques ils appartiennent, eh ben on s'aperçoit qu'on soit sympathisant de gauche, sympathisant de Front National, eh bien, tout le monde aujourd'hui est aligné vers ces idées, ce qui est quelque chose d'un peu nouveau. Il y a peut-être seulement les sympathisants de gauche qui ne sont qu'à 51% favorables à rétablir l'état d'urgence. Alors c'est quand même spectaculaire parce qu'on est au-dessus de 80% pour ces mesures-là, internement préventif des fichiers S, expulsion des fichiers S étrangers, interdiction du salafisme. Il y a une rupture très forte avec ce que pense par exemple la majorité ou même le Parti socialiste. Pour ce qui est de la façon dont on peut traiter les fichiers S, je vous propose, parce qu'il ne vous est pas forcément encore très familier, vu que c'est le nouveau patron, d'écouter ce qu'en dit Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. C'était ce matin sur France Info. Ce sont les fichiers S, ce sont des gens qui sont soupçonnés d'avoir un lien avec le terrorisme. On ne peut pas, sur la base du simple soupçon, sans avoir préalablement, sur le plan judiciaire, établi votre culpabilité, vous condamner. Ceci posé, il y a des métiers pour lesquels eh bien, il faut effectivement tenir compte de cette dangerosité potentielle. Moi, je souhaite que, par exemple, pour les écoles, puisque vous parliez notamment de la question du salafisme, eh bien, tous ceux qui présentent un danger de radicalisation puissent être effectivement exclus. Hervé Nathan, c'est une position très, très prudente qui tranche avec celle des Français. Ils sont plus de 80%, encore une fois, à dire ben oui, on n'a qu'à expulser les fichiers S étrangers, on n'a qu'à interner préventivement les plus dangereux. Ça pose pas un problème de démocratie, ça, ce fossé entre la classe politique, pas toute la classe politique, parce que ça, c'est les demandes de Laurent Wauquiez et de Marine Le Pen, hein, pour résumer. Est-ce que ça pose un problème démocratique? D'abord, le président, par exemple, il a été élu sur un programme, et dans ce programme, il n'y a pas ce genre de mesures. Donc l'élection, elle est quand même récente, elle a 1 an. Il a été élu, je crois que je l'avais rappelé la dernière fois, en ayant proclamé assez fortement qu'il était contre toutes les dispositions d'échéance de nationalité pour les gens qui auraient été convaincus là, de participation à une entreprise terroriste, etc., etc. D'une certaine manière, si on respecte le programme du gouvernement en ce qui concerne la SNCF, enfin le programme du président de la République en ce qui concerne la SNCF, on est bien obligé aussi de prendre en compte ces prises de position quand il s'est présenté au suffrage des Français pour dire voilà comment le gouvernement, le pays est compris là-dessus. Non, il avait quand même des positions plutôt... Mais cette demande, il faut l'ignorer, cette demande des Français. C'est absolument impossible d'ignorer la position des Français, ça c'est absolument impossible. Mais quelquefois, le rôle des politiques, c'est pas forcément de dire Vox Populi, Vox Dei. D'abord parce qu'il y a des contrairement à ce qui semble penser là, enfin, à mon avis, les gens pensent faussement, notamment que ce sont des choses faciles à mettre en œuvre. On aurait des problèmes de droit absolument considérables à prendre un fichier S. Je rappelle que le fichier S, c'est juste un instrument de gestion du renseignement policier. Il n'a pas commis de délit. Non, mais voilà, c'est juste une manière de repérer qui dans la population pourrait, etc. Il se trouve qu'il y a 10 000 personnes. Alors, je crois que j'ai déjà dit, il y a un pays européen qui a une expérience un peu similaire. Je dis un petit peu similaire, il faut faire attention, elle n'est pas trop ancienne, c'est l'Italie. Parce que l'Italie, dans les années de plomb, faisait face à une organisation terroriste, politique, et moi je pense, quand on discutera de ça, je pense que nous sommes aussi devant une organisation politique, au sens vrai du terme, qui avait un halo, on pense qu'il y a 12 000 fichiers S, c'est ça? Donc ça représente éventuellement le halo de gens qui seraient susceptibles d'aider ou de participer, on va être, si on prend les choses comme elles sont. En Italie, c'était 50 000. Au moment où les brigades rouges, on considérait que les brigades rouges les plus violentes, celles qui ont assassiné Aldo Moro, qui était secrétaire général du principal parti politique de l'époque, qui était la démocratie chrétienne, eh bien, il y avait 50 000 sympathisants potentiels, ce qu'on appelait le halo terroriste, qui étaient capables. Eh bien, ils ont quand même résolu cette question. Ce serait bien d'aller regarder en Italie. Ils ont pris des mesures fortes, notamment toute une série de mesures sur les repentis. Je suis très étonné du fait qu'on ne prenne pas exemple sur nos voisins, parce que ça a marché, ça a été très dur. Il ne faut pas non plus penser que ça s'est passé dans la facilité. Ça reste une plaie terrible dans la société italienne, et je pense que de toute façon, ce qui nous arrive en ce moment restera une plaie pour très longtemps dans la société française, mais je pense qu'il faut aller regarder ça et en débattre avec les citoyens. C'est ça que je pense qu'il faut répondre à la question, c'est-à-dire qu'il faut mettre en débat avec les citoyens, simplement peut-être autre chose, c'est un peu comme sur la SNCF, arrêter de parler de comment on arrête les grèves et parler du fond des choses, et un peu la même chose sur le terrorisme aussi. Excusez-moi d'avoir été long. Mais non, c'est tout à fait complet, cette comparaison avec l'Italie était instructive. Lady Benmara, qu'est-ce qu'on
peut faire quand 80% des Français disent bah oui, il faut expulser les étrangers fichés S et interner les autres, ceux qui sont dangereux en tout cas. Moi, je ne suis pas spécialement convaincu par la comparaison avec les brigades rouges. Je pense que c'est quand même des mobiles très différents et qu'on ne peut pas vraiment comparer et que les trajectoires ne sont pas les mêmes. Néanmoins, j'ai du mal en fait avec ce sondage déjà à la base. Parce que la construction médiatique et politique... Ah oui, mais normal, hein, c'est une question de méthodologie au fond. Mais la construction médiatique... Non mais évidemment, mais la construction médiatique et politique de sondage, c'est quoi? C'est des fichiers S, c'est un imaginaire où en fait les personnes sont déjà coupables et ont déjà été reconnues coupables. C'est comme ça que les gens perçoivent les fichiers S. Moi, j'aimerais bien qu'on me pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour que sur la base de décisions administratives, purement administratives et discrétionnaires, on renvoie les gens dans un autre pays ou on les interne ou on ait recours à des mesures d'exception. Je ne suis pas sûr qu'on ait exactement les mêmes résultats déjà parce que je pense que les gens sont quand même, sans être fétichistes de l'état de droit, relativement attachés à celui-ci. Donc déjà, ce serait bien de poser les questions différemment et sérieusement. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Est-ce qu'on va faire comme Erdogan qui a recours à ce genre de pratique? Je ne suis pas sûr que les Français désirent cela. Donc, à mon sens, il y a d'autres priorités qui est déjà renforcer les moyens parce qu'en réalité, le vrai problème avec les fichiers S, c'est qu'il n'y a pas de vrai suivi. Il y a du suivi, mais il y a un déficit en termes de moyens humains. Il suffit d'aller parler avec les fonctionnaires qui se chargent de suivi. Ça demande beaucoup de gens de suivre un fichier S et donc ça, c'est fondamental. Et on ne peut pas vanter l'austérité et en même temps demander à ce qu'il y ait de la protection et qu'il y ait de la sécurité. Donc la demande de sécurité, elle peut être prise en charge. Policiers pour chaque fichier S, pour le suivre vraiment, ça va demander du monde. Surtout qu'il y en a de plus en plus. C'est évident qu'on ne pourra pas suivre tout le monde, mais il faut quand même, c'est important de les suivre. Et surtout, il y a un vrai problème, c'est que souvent, comme c'est des mesures administratives, ça contrevient à la sécurité des Français, en fait, par exemple, de révéler à quelqu'un qu'il est fiché. Donc c'est important de rester en fait dans des mesures En fait, au fond, le problème, c'est la façon dont on a construit ce récit médiatique autour des fichiers S. Et je pense que de ce point de vue, c'est irresponsable de surfer là-dessus et d'avoir recours à ce genre de propositions. Un mot, Benjamin Grange, de réponse à ça. Peut-être les Français, on leur a posé la question clairement dans le sondage. Est-ce que vous, en gros, vous êtes pour un peu moins de protection individuelle, pour un peu plus de sécurité? Et ils répondent oui. Oui, ils répondent résolument oui. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils réagissent par rapport à ceux qui s'inscriraient en contre. Et en illustration de ça, la position de Laurent Wauquiez. Alors, évidemment, Laurent Wauquiez est en phase avec ses militants, et ses militants adoubent complètement ce qu'il propose. On rappelle que Laurent Wauquiez est favorable, lui, à l'internement préventif ou administratif des fichiers S. Il est totalement le bon porte-parole là-dessus, mais petite sortie de route pour lui, parce que sur la forme, elle gêne un peu. En fait, cela gêne quand, dans ce type de situation post-attentat, eh bien, on vient essayer de donner des leçons au gouvernement et au président de la République. Et ça, même les militants républicains, aujourd'hui, sont un peu gênés par cette attitude un peu, ils ne veulent pas d'exploitation politicienne. On va écouter Guillaume Bernard là-dessus, mais je voudrais d'abord vous donner les points de vue de nos internautes. Maca Bronito qui nous dit « Les fiches S sont un outil pour savoir quelles personnes surveiller. C'est le résultat de la surveillance qui devrait importer. » Et il ajoute « Il existe un autre fichier beaucoup plus fiable pour les radicaliser, le FSPRT avec 20 000 noms. » Marie qui nous dit « Faire un sondage au moment où nous sortons d'une émotion très forte, est-ce que cela ne risque pas de fausser les résultats ?» C'est une bonne question. Tandis que le droitiste nous dit « Ce ne sont pas des nouvelles mesures qui ralentiront le terrorisme. » Guillaume Bernard, on ne vous a pas encore entendu sur ce sujet. Eh bien écoutez, moi je vous dirais que depuis la loi des suspects, en passant par l'affaire des fiches au début du XXe siècle, je suis toujours un peu suspicieux, justement, vis-à-vis de la question des fichages, des classements des gens. Et j'avoue que, tout en ne partageant pas l'orientation de notre ami, il me semble quand même que la question, je dirais, de s'appuyer, je dirais, sur des suspicions pour pouvoir prendre des décisions judiciaires, ça me paraît un tout petit peu ennuyeux. En revanche, je crois qu'il faut une très très grande fermeté vis-à-vis des délinquants, et en particulier lorsqu'il s'agit de délinquants étrangers. Il faut une très grande fermeté dans la délimitation de ceux à qui l'on attribue la nationalité française. Et donc on pourrait
Je crois que ce que ce sondage révèle, c'est pas tellement la question du critère du fichier S, c'est le critère, c'est la question, je dirais, de la révélation que les Français considèrent qu'il y a toute une partie des personnes qui vivent en France qui ne sont pas tout simplement adaptées à la vie française, qui développe une idéologie qui cherche à détruire l'environnement culturel français. Et ces personnes-là, si elles sont délinquantes, eh bien elles doivent être condamnées fermement, elles doivent être, pourquoi pas, effectivement expulsées pour qu'elles fassent leur peine à l'étranger, et pourquoi pas, effectivement, déchues de leur nationalité française. Je vous rappelle que Maurice Thorez, le patron du Parti communiste français, qui a été condamné pour désertion... Oui, pardon ? Non. Oui. Maurice Thorez, eh bien, il n'était pas un binational, il avait une seule nationalité, c'était la nationalité française. Il a été, par les tribunaux de la Troisième République, déchu de sa nationalité française. Eh bien, donc, par conséquent, il y a un certain nombre de personnes qui, eh bien, sans doute, par des actes, et non pas par des suspicions d'actes, mais par des actes, mériteraient d'être très fermement condamnées. Et je crois que c'est ça que révèle ce sondage. Je crois qu'il a révélé la même chose pour le général de Gaulle, mais après le 18 juin 1940, il me semble qu'il a été condamné pour désertion. Et il me semble qu'il l'a lui aussi, il faudra vérifier, mais il me semble qu'il a été privé de sa, nationalité. L'intelligence avec l'ennemi, et en particulier avec Staline qui avait signé un pacte de non-agression avec Hitler, c'est scandaleux de le déchoir de sa nationalité française, bien sûr. Alors, il y a un autre point dans ce sondage qui est, on a aussi demandé aux Français s'ils étaient favorables à l'interdiction du salafisme, et là encore, Benjamin Grange, il y a une forte majorité qui dit oui. Oui, c'est plus de 88% qui disent qu'il faut interdire le salafisme. Alors quand on regarde en fonction des sympathies, c'est 82% pour les sympathisants de gauche et jusqu'à 94% pour les sympathisants du Front National. Donc on est vraiment sur une majorité écrasante par rapport à ça. Simplement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la mesure qui est perçue comme étant la plus compliquée à mettre en œuvre. Moins de la moitié des Français considèrent que c'est facile à mettre en œuvre. Je vous rappelle que cette mesure-là, elle est proposée par un ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui le rappelait encore mercredi dernier, donc avant-hier, sur RTL. Il faut aider nos compatriotes musulmans à combattre le salafisme, l'idéologie des frères musulmans, et puis ce combat, nous devons tous le mener avec les moyens du droit, avec la police, la justice, tous ceux qui ont à combattre cette idéologie, mais nous devons aussi désigner clairement l'ennemi, et l'ennemi c'est l'islamisme, le salafisme, les thèses des frères musulmans qui veulent imposer à l'islam de France et dans nos quartiers leur conception de la société qui n'a rien à voir avec la République, la laïcité, la démocratie ou l'égalité femmes. Hervé Nathan, on est d'accord sur les principes, mais on peut interdire le salafisme ? C'est peut-être difficile, mais le débat politique, que pose Manuel Valls a au moins un avantage, très important à mes yeux, c'est qu'il désigne un adversaire politique. D'une certaine manière, dans le langage commun, on nous a moins affaire soit à des radicalisés ou à des euphémismes de ce genre-là. Et là, il nous désigne, il dit, il y a une idéologie, et d'une certaine manière, ce que je disais, il y a une sorte de parti politique, en tout cas une organisation qui porte cette idéologie. Cette idéologie, on peut l'identifier, et en tout cas, on peut la combattre parce qu'on la nomme. Et peut-être, c'est tout ce que je voulais dire. Et ça, c'est un avantage important. Alors peut-être qu'on n'y arrivera pas. On ne pouvait pas interdire. Après tout, on a peut-être interdit le communisme à une certaine époque. Et il me semble, en 40, le Parti communiste a été interdit. Le dernier mot revient à nos internautes, en tout cas sur ce sujet. Betsy qui nous dit qu'il faut éradiquer la pauvreté dans les quartiers populaires, là où les salafistes profitent de la faiblesse, de la misère sociale et de la détresse morale de ceux qui pourraient être embrigadés. Et puis Benjamin nous dit, n'est-ce pas le manque d'éducation le problème ? Mettre des millions dans la sécurité intérieure ne résoudra rien face à une population non éduquée. On passe à il pointe deux enjeux, les services publics, encore une fois. Oui, plus de services publics, notamment dans les cités où ils sont peut-être moins présents. On parle d'un sujet qui n'a rien à voir. Le président de la République a reçu hier des représentants des Kurdes. Vous savez que les Kurdes sont en Syrie l'objet d'une offensive militaire extrêmement dure des Turcs qui ont franchi la frontière pour les pourchasser. Les Kurdes qui étaient nos alliés contre Daesh. Alors est-ce qu'il faut les soutenir militairement ? Écoutez l'un de leurs défenseurs historiques, le philosophe Bernard-Henri Lévy. Si la France envoie, comme on l'a dit, des forces spéciales pour protéger les Kurdes de Syrie, vous applaudissez évidemment Bernard-Henri Lévy. Hélas, je ne crois pas que ça va arriver. Je crois qu'on vous pensez que ça ne va pas arriver ? Pas là, pas maintenant. Je crois que nous prenons nos désirs pour des réalités. Je crois que ce qui s'est passé hier
Le fait que le président Macron reçoive les représentants du Rojava, c'est très important. Mais on est dans la situation où était Hollande au moment de la ligne rouge d'Obama, c'est-à-dire une France en pointe, mais qui est seule. Alors, ce que dit Bernard Lévy, c'est juste, on prend nos désirs pour des réalités, en tout cas les siens. C'est-à-dire que le président de la République a peut-être donné ce sentiment qu'il voulait faire intervenir la France militairement. Ensuite, l'Élysée a clarifié les choses, ou rétro-pédalé, comme on voudra, en disant que rien n'était décidé là-dessus. Mais sur le principe, est-ce que vous seriez favorable, vous, Hervé Nathan, à une intervention militaire française pour aider les Kurdes ? Je vais être un peu plus large que ça. Je suis pour le soutien le plus inconditionnel, le plus indéfectible possible, inconditionnel ça veut rien dire, mais indéfectible possible, aux amis de la démocratie. Et il n'y en a pas beaucoup dans cette région-là, que sont notamment les Kurdes, qui se battent d'abord. Certainement, on disait qu'on était dans le combat contre le salafisme. C'est la première ligne du front contre le salafisme. Et d'une certaine manière, d'abord, pour ça, il faut les aider. Pour une deuxième raison, c'est que s'il y a bien des gens qui réfléchissent avec à peu près les mêmes valeurs que les nôtres, en tout cas les plus proches que les nôtres, nous, démocrates, etc., nous, pour l'égalité homme-femme, etc., ce sont les Kurdes de Syrie. Je pense qu'il faut s'engager le plus loin possible pour les aider, d'autant plus que, je voudrais juste terminer là-dessus, il faut juste imaginer l'image que donnera un pays, que donnerait une grande, soi-disant grande puissance comme la France, si elle s'avérait incapable d'aider des combattants qu'elle aurait elle-même d'abord armés, puis convaincus d'aller à la bataille. Et si elle disait, écoutez, je ne peux rien faire pour vous, débrouillez-vous. Je ne veux pas aller chercher. Alors pour le coup, je n'irai pas chercher les exemples historiques, mais enfin, ils viennent facilement à l'esprit. Et vous avez beaucoup tous de références historiques ce soir. Lady Benbarra, est-ce qu'il faut les aider militairement, les Kurdes, ou pas ? Ou est-ce que ce n'est pas notre affaire ? Non, mais déjà, je pense qu'on fait le service minimum, en réalité. On a pour une fois, Bernard-Henri Lévy, je trouve qu'il n'a pas dit une bêtise, dans le sens où on est bloqué, effectivement, parce que le vrai problème, en réalité, c'est la Turquie, et qui est dans l'OTAN, et à qui on a débloqué encore 3 milliards de fonds européens il n'y a pas longtemps, avec qui on va renouveler un accord pour l'union douanière, et on est bloqué parce que les Américains ne veulent pas s'aliéner les Turcs, pour la simple et bonne raison que Poutine a lâché les Kurdes pour essayer de décrocher Erdogan du bloc de l'OTAN. Et du coup, les Américains ne font rien, parce que s'ils condamnaient les Turcs, du coup, on est tous captifs d'Erdogan. On est tous captifs. Et de ce point de vue, je pense que notre comportement à l'égard d'Erdogan, encore une fois, Juncker a dit que la porte était restée ouverte pour une entrée de la Turquie. Oui, pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je pense que notre comportement à l'égard d'Erdogan est coupable et que effectivement on fait pas grand-chose, et on a abandonné en fait toute prétention à vouloir aider les Kurdes qui sont nos alliés dans la région et dont on a besoin. Guillaume Bernard. Le fait que nous soyons alliés avec les Kurdes parce que nous ayons un ennemi commun qui est Daesh ne rend pas pour autant les Kurdes sympathiques. Quand les Kurdes sunnites persécutent les chrétiens d'Orient, je ne suis pas certain que nous ayons absolument intérêt à les soutenir mordicus. Cela dit, évidemment, le comportement d'Erdogan, qui a balayé d'un revers de main la proposition que la France joue le rôle d'intermédiaire, de médiateur, en nous accusant d'avoir un passé sale et sanglant, quand l'Empire ottoman occupe 4 siècles les Balkans, franchement, c'est se moquer du monde. Donc, je n'ai pas de sympathie particulière pour les Kurdes, mais peut-être encore moins que pour M. Erdogan. Pour Erdogan. Est-ce que, Hervé Nathan, on a les mains liées face aux Turcs, notamment parce qu'ils acceptent de garder chez eux des dizaines de milliers de migrants qui sinon arriveraient en Europe en passant par la voie terrestre? Oui, mais d'une certaine manière, c'est le moment où c'est dans ces moments-là qu'il faut être capable de renverser la table, au sens où effectivement, il faut être capable de faire un grand effort, peut-être d'affronter des épreuves, et pas simplement comment dire, je voudrais pas le laisser là, une espèce d'abandon. On ne peut rien faire, les États-Unis ne veulent pas, le Grand Turc ne veut pas, etc., les Allemands ne veulent pas, etc. Mais nous avons une responsabilité morale, et on parlait, je veux dire, nous avons enterré récemment quelqu'un qui a fait preuve d'une grande valeur morale et d'un sens de l'honneur. Il faut aussi avoir le sens de l'honneur dans ces cas-là. Non, mais je suis d'accord, mais il faut aussi affronter le problème turc. Quand on parle de courage militaire, quand on le salue et qu'on organise des cérémonies pour ça, d'une certaine manière, ça oblige vis-à-vis de combattants que nous avons soutenus, à qui nous avons dit « allez-y, on est derrière vous ». Je veux dire, il y a aussi un moment où il faut parler comme ça. Voilà.
Et ça dépasse peut-être effectivement les questions réelles, hein, les 3 milliards d'euros qu'on a donnés, hein, l'accord douanier, etc., etc. Oui, la perspective de voir arriver des nouveaux migrants et tout. Il y a un moment, voilà, où la nation se grandit. Les 3 milliards d'euros, c'est l'argent que l'Union européenne a donné aux Turcs en échange de cet engagement à ne pas laisser passer les migrants. Il y a un dernier sujet sur lequel je vous propose de revenir en ce vendredi saint, nous sommes 2 jours avant Pâques. Parlons de l'Église catholique. Et ce qui nous y a fait penser, c'est une déclaration de Pascal Bruckner. Pascal Bruckner était un philosophe agnostique, à ma connaissance, et même revendiqué comme tel. Il s'exprimait hier chez nos confrères de D24 News, au micro d'Anna Cabana, pour dire, en fait, les religions en France, on entend toujours l'islam, et face à l'islam, l'Église catholique devrait parler un peu plus fort. Écoutez son argumentation. Je pense qu'effectivement, pour résister à l'assaut de l'islam radical, il serait bon que l'Église catholique se remuscle un peu, parce que je pense que la religion arrête la religion, et qu'au fond, si plus l'Église sera forte, plus l'islam sera sage. C'est ce qui se passe déjà aux États-Unis, qui est un pays de croyants à 80%, où finalement l'islam est assez peu dangereux, l'islam endogène. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en général, on dit que la réponse à l'islam radical, ça doit être plutôt la laïcité et pas une autre religion. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les représentants de l'Église catholique eux-mêmes sont extrêmement prudents sur ce sujet. Écoutez, Monseigneur Nemoulin-Beaufort, c'est l'évêque auxiliaire de Paris. Il était ce matin sur RTL et il parlait de l'implication possible de l'Église, notamment dans ces banlieues qui sont guettées ou même gangrénées par le salafisme. Ce qu'il faut, c'est regarder ce phénomène du terrorisme et surtout ce qui le nourrit, le terreau qui le nourrit. Ça, il faut que l'on soit attentif. Et vous répondez quoi ? Socialement, nous travaillons à multiplier les liens avec toute une partie de la jeunesse qui se laisse ainsi séduire. Comme Église catholique, nous avons une certaine présence dans les cités, nous avons dans ce genre de cités, nous avons certaines... Elle est faible, elle était quelquefois en voie d'affaiblissement, mais il y a des initiatives importantes, intéressantes. Voilà, une très grande prudence chez les représentants de l'épiscopat. Hervé Nathan, qu'est-ce que vous pensez de cette idée que face à l'islam, en particulier l'islam politique, si on entendait un peu plus l'Église catholique, ça serait mieux ? J'ai une réflexion, je me suis demandé ce qu'il a voulu dire par là, Pascal Bruckner, parce que d'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire parler plus fort ? Le problème de l'Église catholique, c'est d'abord qu'elle perd des ouailles. Et donc parler plus fort quand on perd des voix, d'une certaine manière, c'est un peu compliqué, sauf à durcir le ton. Et à ce moment-là, c'est d'autres choses dont on parle. C'est est-ce qu'il faut que l'Église catholique, parce qu'à ce moment-là, c'est une autre réflexion pour un philosophe, c'est est-ce que ça veut dire qu'il faut parler plus fort, ça veut dire parler plus dur, durcir la doctrine, revenir à une doctrine qu'on a abandonnée avant Vatican II, etc. Est-ce qu'il faut aller vers la partie la plus militante et qu'on va bientôt entendre parler, et la plus... et la plus radicale de l'Église, ça c'est un débat, parce que je pense que du coup c'est ça. L'autre chose, c'est qu'on dit, mais il aurait pu continuer sa réflexion en disant, j'aurais bien aimé que le Parti communiste parle plus fort, parce que lui aussi organisait les jeunes dans les banlieues dans le temps, autant que l'Église catholique lui aussi. Il y avait une culture communiste dans les banlieues qui encadrait la population, les jeunes, qui les occupait, qui leur donnait un espoir de vie meilleure, etc. Comme il y avait des patronages de l'Église catholique. De la même façon qu'il y avait des patronages, donc il faudrait à la fois que le Parti communiste et l'Église catholique, Pépone et Camillo, se mettent à se réveillent. Voilà, à vous. Guillaume Bernard a été interpellé, puisque vous enseignez dans un établissement supérieur catholique. Absolument, je l'assume parfaitement. Je crois que l'Église s'est mise dans une situation de paralysie, à peu près de la même manière que l'État. L'État avec le concept du vivre ensemble, du multiculturalisme, l'Église avec le concept du dialogue interreligieux, eh bien, se sont paralysés. L'État n'a pas fait l'assimilation et l'Église, eh bien, ne cherche plus à faire de conversion. Vous remarquerez que l'évêque qui a parlé tout à l'heure a dit qu'il traitait de la question du terrorisme. En fait, c'est pas la question qui le concerne. Lui, la question qui le concerne, c'est le fait de faire des conversions, c'est de faire que les gens qui de liens sociaux dans les banlieues. Oui. Il se ferait mieux de s'occuper des sacrements. Et dans ce cas-là, effectivement, l'Église serait conquérante. Et je partage parfaitement l'avis de Pascal Bruckner. Il me semble qu'effectivement, la laïcité est peut-être un obstacle qui empêche le développement des impérialismes religieux, mais en revanche, la laïcité sera incapable à résister à l'islamisme, parce que face à l'islamisme, il faut une doctrine cohérente, ferme, avec un contenu, et pas uniquement quelque chose en creux. En même temps, vous me corrigez si je me trompe, mais l'Église catholique dit que c'est Dieu qui convertit et que ce n'est pas l'Église, que donc l'Église elle propose, mais elle n'est pas dans une logique de conquête comme l'islam, justement, où il y a un devoir pour les musulmans.
musulmans. C'est pas une question de conquête par la force, évidemment, vous ne forcez personne à croire, mais en revanche, vous faites de l'apostolat, vous faites du prosélytisme, vous faites de l'enseignement. Il est bien évident qu'il y a toute une partie de la population française qui n'est pas pratiquante parce que tout simplement, elle n'a plus aucune connaissance du dogme potentiel auquel elle pourrait adhérer. Eh bien qu'il s'occupe de faire cela, et ça permettra effectivement sans doute de contribuer, je dirais, à empêcher l'expansion militante de l'islam. Denis Benbara. De l'islam ou de l'islamisme? Non, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec Pascal Bruckner, et je pense que sa déclaration s'inscrit dans ces déclarations néoconservatrices du choc des civilisations habituel. Donc non, je pense que si l'Église a une expérience à faire valoir, c'est la façon dont elle s'est adaptée à la laïcité. Et de ce point de vue, effectivement, il y a des choses intéressantes, et donc là, l'Église peut éventuellement apporter son expérience. Mais c'est certainement pas en essayant de refaire de la France la fille aînée de l'Église qu'on va régler cette question-là. Et je pense que par ailleurs, on parle d'un objet là, un peu, qui est un petit peu un monolithe, en réalité, chez les Français de confession musulmane. Il y a beaucoup de vues assez divergentes, et il y a une réforme interne qui a démarré, et c'est certainement pas en mobilisant ce type d'argument il faut de religion contre la religion qu'on va régler ça. Et au contraire, je pense que c'est pas, on déplace la question, parce que ce qui compte, c'est l'État et ce que peuvent faire les pouvoirs publics. Le pouvoir de l'Église, en réalité, est limité, et c'est tant mieux comme ça. Et je pense qu'il faut qu'on arrête d'embêter les Français en permanence avec ces histoires de religion. Et Macabronito, c'est un pseudonyme très probablement sur Internet, est d'accord avec vous, puisqu'il dit mettre en avant les religions en France peut faire craindre des tensions interconfessionnelles. Ah, parce qu'il n'y a pas de tension aujourd'hui. Non, mais enfin, écoutez, c'est une plaisanterie. Enfin, vous proposez de les exacerber. L'islam est un impérialisme qui cherche à conquérir un territoire et à forcer les personnes à se convertir à lui. Eh bien, par conséquent, ridicule. Il faut... Bien sûr, c'est ridicule. La tentative de prise de Jérusalem, ça date du 7e siècle. La première tentative de prise de Jérusalem date du 7e siècle. Oui, mais je remonte à l'histoire. On est des missionnaires aussi. Et l'islam a conquis l'Afrique du Nord militairement, et pas avec, je dirais... Et une partie de l'Europe. Et une partie de l'Europe aussi, et pas avec des méthodes intellectuelles. On n'a pas encore entendu Benjamin Grand jusqu'au Japon, quand même, je tiens à dire. Avec le sabre, peut-être. Oui, c'est ça, avec le sabre. J'ai voulu regarder à quoi l'Église catholique était associée. Et finalement, quand on regarde dans les événements récents, on s'aperçoit qu'elle est souvent associée à des événements qui réunissent les Français, même si évidemment elle n'est pas mise en avant. Alors, prenons deux moments dans les derniers mois. Évidemment, les obsèques de Johnny Hallyday, grand moment de réunion où effectivement nous étions invités à la Madeleine. Et puis plus récemment... C'est après que ça s'est désuni, remarquez. Et puis plus récemment... C'est pas de la faute de l'Église. Voilà, c'est pas la faute de l'Église. S'il y a des tensions dans la famille Hallyday. Et puis plus récemment, pour saluer évidemment le lieutenant-colonel Beltrame, où évidemment on était dans une cérémonie qui était militaire, mais en même temps la foi du lieutenant-colonel était extrêmement présente et assumée. Et je trouve que l'Église pourrait se saisir mieux de ces opportunités où finalement elle a cette capacité à réunir. Et aujourd'hui, oui, elle pourrait parler plus fort. Hervé Nathan, qu'est-ce que vous pensez de l'argument de Pascal Bruckner disant aux États-Unis, où il y a une imprégnation, une culture chrétienne, pas majoritairement catholique, mais chrétienne très forte, on sait que même le président jure sur la Bible, et ben du coup l'islam politique est moins conquérant. Oui, ça peut empêcher quelques attentats retentissants d'islamistes qui vivaient à l'intérieur des États-Unis. Il y en a eu un en Californie absolument épouvantable. Et alors, puisqu'on remonte, on va remonter à Shiran qui avait assassiné le frère du président Kennedy, etc. Donc des attentats commis par des gens musulmans ou de culture musulmane ou des islamistes, c'est pas tout à fait la même chose, je suis d'accord. Voilà, il y en a eu aux États-Unis, et puis ça n'empêche pas qu'il y ait 13 000 enfants qui ont été tués par arme à feu. Donc le christianisme
ça a du bon et puis du moins bon. Enfin, le christianisme à la mode américaine, donc c'est un peu la réflexion que j'ai. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Par ailleurs, hélas, on ne va pas refaire l'histoire de France et mettre l'histoire des États-Unis à la place. Voilà, ça c'est totalement impossible. Moi, je conteste formellement une vision religieuse de cet affrontement. Il y a effectivement des tensions intercommunautaires, encore que le mot de communauté en France est à manier avec des pincettes, mais le combat contre l'islamisme, c'est un combat politique, et c'est un combat qui est à l'intérieur de l'islam. Il n'y a pas un islam qui serait entièrement conquérant, il y a une très grande majorité de musulmans en France qui sont totalement désolés de ce qui se passe, parce qu'ils sont venus en France pour vivre de la manière dont ils imaginaient que les Français vivent en général et qu'ils voulaient adopter qui sont venus là pour ça, entre autres, et aussi pour travailler. Et donc, pour la plupart de ces gens-là, beaucoup sont laïcs, athées, un peu religieux, beaucoup religieux, très religieux. Il y a de tout, comme il y a de tout chez les Juifs et de tout chez les catholiques. Voilà. Et donc, et nous avons un combat non pas de la laïcité contre l'islamisme, nous avons un combat de la République contre l'islamisme. C'est pas la même chose. La laïcité ne combat pas. La République, elle a des armes et elle a un instrument, elle a ce qu'on appelle l'État et elle a des citoyens pour le défendre. Et éventuellement, elle les appelle à combattre. C'est la République qui appelle à combattre, c'est pas la laïcité. Peut être ponctuellement laïque, mais la société, elle, a une identité, et parmi les éléments constitutifs de son identité, il y a évidemment le christianisme. Ça fait 100 ans. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre. Je ne sais pas si ça fait partie de notre identité, mais lundi, il n'y aura pas de point de vue, puisque c'est le lundi de Pâques, et donc nous nous retrouvons mardi pour une nouvelle émission. Merci beaucoup à tous les quatre de ce débat, et très bon week-end à tous.